Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition en français sur MCTV. Commençons d'abord par les grands titres. Dans ce journal, nous parlerons du lancement de la Semaine nationale de lutte contre la corruption et la délinquance financière qui a démarré ses travaux ce mardi 11 décembre 2018 à Bamako. Et puis parlons santé, plus précisément les mamans, le projet médic évacuation des mères dans 5 districts de Caille qui vise à réduire la mortalité maternelle et néonatale, a organisé bien sûr un atelier de restitution des résultats. Nous y reviendrons dans quelques instants. Merci de nous rejoindre dans la grande édition en français sur MCTV. Tout d'abord, commençons cette édition avec le lancement de la Semaine nationale de lutte contre la corruption et la délinquance financière qui a démarré ses travaux ce mardi 11 décembre 2018 à Bamako. Au mémorial, bien sûr, Modibo Keïta. Cette semaine a vu, bien sûr, la présence du Premier ministre, M. Soumeylou Boubeye Maïga, était présidé par Madame le ministre de la Réforme de l'Administration et de la Transparence de la vie publique, Madame Safia Boli. Reportage. À l'instar des autres États partis de la Convention des Nations Unies contre la corruption, notre pays entend mettre à profit cette semaine du 9 au 16 décembre 2018 pour mener une véritable campagne d'information, de sensibilisation et d'éducation contre la corruption et ses dangers sur tout l'étendue du territoire national et spécifiquement à Bamako et à Ségou. Selon Safia Boli, ministre de la Réforme de l'Administration et de la Transparence de la vie publique, le besoin de renforcer la lutte contre la corruption doit nous amener à tous à agir pour un développement durable des Maliens et Maliennes. Je me réjouis particulièrement de la présence ici des représentants du secteur public, du secteur privé, de la société civile, des autorités coutumières et religieuses qui ont compris que la réussite de l'État dans la lutte contre la corruption passe par leur engagement. Nous devons donc mesurer la gravité du phénomène pour que nous et nos actions soient proportionnelles à notre engagement et qu'ensemble nous disons non à la corruption et à la délinquance financière. Pour le Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga, la Semaine nationale de lutte contre la corruption est un élan pour les autorités de lutter efficacement contre ces fléaux. Bon, d'abord, je pense que l'organisation de la semaine témoigne de la volonté du gouvernement à travers le ministère chargé de la réforme de l'administration et de la transparence de la vie publique, de donner un nouvel élan aux efforts qui sont faits depuis plusieurs années pour atténuer, voire éradiquer le phénomène de la corruption. Et donc la stratégie mise en place par la ministre consiste à faire en sorte que toutes les composantes de notre société s'approprient cette lutte-là, s'y engagent, parce que nous sommes tous concernés, individuellement et collectivement, parce que d'abord nous sommes concernés dans ce sens que chacun d'entre nous, à quelque niveau qu'il soit, doit faire en sorte de ne pas être tenté, de ne pas céder à la tentation. Nous osons croire que cette semaine de lutte contre la corruption permettra d'indiquer ces fléaux qui minent l'administration malienne, vivement que les recommandations de ces assises permettront d'éclaircir l'horizon pour un développement harmonieux de notre pays. C'était un élément d'Amadou H. Diarra et Djeneba Boiré. J'en viens à présent le projet médic évacuation des mères dans 5 districts de Caille qui vise à réduire la mortalité maternelle et néonatale, a organisé un atelier de restitution des résultats obtenus durant sa mise en œuvre dans la région de Caille. Cérémonie déroulée ce mardi 11 décembre 2018 à Bamako était sous la présidence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Samba Ousmane Sow. Reportage Mamadou Diallo. Le projet médic est un projet hybride
composé d'un volet appui financier direct et d'un volet appui technique. Son résultat ultime est de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans les 5 districts sanitaires de Bafulabe, Djema, Nyoro, Ousoubidjanjan et Yelimani dans la région de Kaye. Le projet a démarré en 2015 et prendra fin le 31 mars 2019. Nous allons voir, je dirais, en synthèse, plusieurs niveaux de résultats obtenus concernant notamment le renforcement des capacités, concernant certains changements de connaissances ou d'attitudes au niveau des communautés par rapport à l'amélioration et la diminution du premier et du deuxième retard pour l'évacuation des mères lors d'urgences obstétricales, c'est-à-dire l'évacuation si un problème survient pendant la grossesse, lors de l'accouchement ou même après l'accouchement. Également, nous allons présenter en quoi consistent les maisons d'attente de maternité. Nous allons parler de caisse villageoise Solidarité Santé et de moto-ambulance, notamment des résultats d'études, mais également nous présenterons des leçons apprises et des meilleures pratiques. Pour l'atteinte des résultats attendus, 3 composantes définissent ce projet. La composante 100 qui a comme résultat intermédiaire la réduction du premier et du deuxième retard dans la référence évacuation des femmes enceintes des districts d'intervention. Quant à la composante 200, elle a comme résultat intermédiaire l'accès, l'utilisation de la qualité améliorée des services de santé maternelle et néonatale. Et enfin, la composante 300 a pour résultat intermédiaire des capacités améliorées des équipes socio-sanitaires des cercles d'intervention d'un projet en planification, gestion et suivi des activités, incluant la capacité en collecte d'analyse et l'utilisation des données. Le ministre de la Santé, Samba Ousmane Sow, a saisi l'occasion pour remercier les initiateurs et a donné l'assurance que les recommandations issues de ce projet seront prises en compte dans le PRODES 4 et dans la politique nationale de la santé. Donc nous saluons franchement ce projet. Les résultats sont très encourageants. Il y a eu déjà beaucoup de vies sauvées. La communauté de Kaye est très satisfaite. Le gouvernement est très satisfait. Et les recommandations, entre autres, c'est de faire en sorte que cette phase pilote puisse aller au-delà des districts sanitaires déjà couverts, qu'on puisse couvrir l'ensemble de la région de Kaye et ensuite pouvoir couvrir le reste du pays avec de telles initiatives. Compte tenu de la nature pilote du projet MEDIC, un certain nombre d'études ont été réalisées et certaines innovations ont été testées. Ces innovations sont partie intégrante du modèle d'intervention qui se dégage des expérimentations menées par le projet, l'appui de l'assistante technique qui devait permettre d'élaborer un modèle d'intervention qui pouvait être reproduit dans les autres districts de Kaye et les autres régions du Mali. Autre sujet à présent, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'aviation civile, l'ANAC a reçu dans ses locaux des lycéens. Au cours, bien sûr, de cette rencontre, des jeunes ont eu l'occasion de s'informer sur l'historique de l'aviation civile au Mali. Reportage Babaï Ouattara. La célébration de la journée de l'aviation civile qui a débuté ce vendredi 7 décembre s'est étendue au 10 décembre 2018. Au cours de la journée de ce lundi, l'Agence nationale de l'aviation civile a reçu des élèves des différentes écoles de Bamako. L'occasion pour les responsables de cette institution de permettre à ces jeunes de s'imprégner des réalités de l'aviation en général. D'entrée de jeu, les responsables de l'ANAC ont contextualisé historiquement la rencontre tout en insistant sur les dates charnières qui ont abouti à la création de l'institution. Les attaques ont eu leur apogée vers les années 70. Avant, c'était le détournement d'avion. Mais vers les années 70, ça s'est déplacé vers les attaques terroristes. Et les États ne sont pas concernés, ne sont pas du tout engagés dans la lutte contre le terrorisme. On laissait le recours aux compagnies aériennes de procéder souvent à la fouille manuelle des bagages. Bon, les États sont engagés vers les années 1974 quand l'OACI a élaboré un document, une annexe, l'annexe 14, l'annexe 17 relative à la suite de l'aviation civile qui a vu le jour le 22 mars 1974. C'est ainsi que les États ont pris l'engagement de prendre en main ce volet, de lutter vigoureusement contre le terrorisme.
il y a 4 principes que vous devez retenir qui régissent la sécurité de l'aviation civile à travers le monde. Le premier principe, c'est que l'aviation civile doit se dérouler dans un environnement sûr et sécuritaire. Le deuxième principe, les États doivent élaborer des règlements et des procédures visant à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicites. Et le troisième principe, les mesures édictées doivent être conformes avec les normes. Et le quatrième principe, c'est chaque État a le devoir de réprimer, de sanctionner, d'extrader ou de poursuivre tout auteur de commission d'actes d'intervention illicite dans le domaine de l'aviation civile. Il faut noter, vu l'attention particulière des visiteurs du jour, que ces différentes interventions ont permis aux élèves en quête de savoir d'acquérir une vue globale sur l'aviation civile, de sa création à nos jours, sans oublier les points clés de notre aviation. Ils ont promis d'être des relais auprès de leurs condisciples absents. Restons toujours dans les locaux de l'ANAC. Bien sûr, après l'entretien entre les élèves visiteurs, leurs encadreurs et les responsables de l'Agence nationale de l'aviation civile, une visite guidée a permis aux apprenants de se familiariser avec le processus complet de notre système d'aviation civile. La seconde partie de cette journée de rencontre entre l'Agence nationale de l'aviation civile et les lycéens a consisté de prime abord à une visite des installations gérées par position sous-régionale. Guidés par les techniciens de l'aviation civile malienne, les élèves et leurs encadreurs ont d'abord mis le cap sur la tour de contrôle. De visu, nos élèves ont eu la primeur de voir le mécanisme de sécurité et comment ce centre stratégique arrive à guider nos avions. Un véritable travail colossal. Ensuite, ils se sont rendus au centre délégué d'information qui joue à un degré moindre le travail de la tour de contrôle. Après le centre, nos petits curieux sont allés à l'espace d'entretien des aéronefs qui ont finalement terminé cette visite guidée à la nouvelle aérogare pour connaître les formalités avant départ. À chaque arrêt, les élèves n'ont pas manqué de poser des questions pour satisfaire leur curiosité. À la fin de la visite, l'un des élèves ici nous donne ses impressions. Moi, premièrement, j'aimerais remercier l'initiative pour la visite parce que tout d'abord, c'est ma première fois, je ne dirais pas ma première fois de venir à l'aéroport, mais c'est ma première fois de visiter certaines structures qui sont là. Et puis, j'ai découvert beaucoup de choses. À la base, j'aimerais être un pilote, mais je ne savais pas comment être un pilote. Donc, venu ici, j'ai rencontré des pilotes et puis j'ai rencontré des techniciens qui m'ont expliqué un peu comment ça fonctionne et tout. Et puis, je sens aussi qu'ils font beaucoup de travail ici et je les félicite pour ça. Déjà, moi, après cette visite, j'essaierai de prendre contact avec les pilotes qui sont là. Maintenant, avec ça, je vais essayer de leur poser des questions nécessaires pour être pilote et les études indispensables pour être un bon pilote. À l'école aujourd'hui, moi, je leur parlerai de l'aviation, je les expliquerai tout ce que j'ai fait parce que j'ai déjà pris beaucoup de notes. Donc, arrivé à l'école, je vais essayer de les expliquer ce que nous avons vu et visité et pourquoi ils doivent s'intéresser à l'aviation. Vu la satisfaction des élèves et leurs enseignants présents, nous pouvons dire que cette journée a été bénéfique en termes d'apprentissage et cela aurait même aiguisé leur volonté d'embrasser les métiers de l'aéronautique. Vivement que ces visites se multiplient dans nos différentes institutions pour imprégner encore plus nos jeunes des réalités. Invité spécial de la 23e édition de l'espace d'interpellation démocratique, en abrégé EID, Maître Malik Coulibaly, président de la Commission nationale des droits de l'homme, bien sûr la CNDH, a profité pour faire un bilan de l'état de la situation des droits de l'homme dans notre pays. Maître Malik Coulibaly est au micro de nos reporters Paul Nguessan et Amadou El Konari. Je voudrais aborder la situation des droits de l'homme. Madame la présidente du jury, partageant votre souci du temps, je souhaiterais juste évoquer quelques éléments. Je voudrais d'abord vous parler d'impunité. L'impunité est définie dans sa plus haute acception dans cette déclaration d'un repris de justice, à qui un avocat avait demandé un jour, « Monsieur, comment se peut-il que vous ayez maille à partir avec la justice, vous qui avez échappé de peu à la peine de mort ?»
Le repris de justice lui répondit: vous savez, cher maître, il y a tellement de chance en notre faveur et tellement peu contre nous que je suis davantage surpris que vous. D'abord, les chances sont élevées de ne pas être pris. Si pris, de ne pas être poursuivi. Si poursuivi, de ne pas être jugé. Si jugé, de ne pas être condamné. Et si condamné, de ne pas être pendu. Fin de citation. Ces propos suffisent à démontrer que l'impunité est la sève nourricière du crime. Elle est pour le crime ce que le Nil est pour l'Égypte. Au Mali, l'impunité résulte de la paralysie de la justice dans les zones où l'insécurité règne en maître. Ailleurs, elle est le fruit de nombreux dysfonctionnements du service public de la justice. J'illustre mon propos par les tueries d'Agalhok en 2011, l'affaire des 16 prêcheurs mauritaniens et maliens tués en 2012, la mort suspecte du jeune Fousseini Ouattara le 19 août 2012, les chamiers non encore refroidis de Sokolo, Djoura et Dogo, etc. Dans ces affaires tragiques, la réponse pénale appropriée se fait attendre. L'impunité est aussi induite par le projet de loi d'entente nationale à travers les articles 3 et 4. De la lecture combinée de ces textes, il résulte que les crimes isolés, non imprescriptibles, peuvent donc être exonérés. De notre point de vue, les exonérations des poursuites devraient concerner seulement les crimes contre la chose publique, tels que les attentats et complots contre le gouvernement, crimes portant atteinte à la sécurité intérieure de l'État ou à l'intégrité territoriale, etc., etc. À présent, feuilletons ensemble les pages internationales avec Fatoumata Kamara. Le président de la Zambie, Edgar Lungu, autorisé à briguer un troisième mandat pour la présidentielle prévue en 2021. La Cour constitutionnelle zambienne a rendu son verdict ce vendredi, rejetant les arguments de l'opposition qui estime que l'actuel chef de l'État aurait déjà accompli 2 mandats, conformément à la Constitution. Ça dénote de la grande fragilité des démocraties en Afrique, liée au fait de la faible répartition, sinon la faible séparation des pouvoirs. On a dans presque tous les pays des présidents de la République, chefs de l'exécutif, chef suprême de la magistrature, qui participent au prorata d'un pourcentage assez important à la désignation des membres du pouvoir judiciaire. La justice zambienne rappelle que le premier mandat présidentiel d'Edgar Lungu a été accompli du 25 janvier 2015 au 13 septembre 2016 et ne peut donc être considéré comme complet puisque la loi fondamentale du pays stipule 2 mandats de 5 ans. Dans la lettre du texte constitutionnel, il n'est pas en violation. Maintenant, quand on rentre dans l'esprit de la Constitution, parce que c'est toujours ça, quand on fait la lecture des textes, il faut prendre en compte et la lettre et l'esprit. Quand on rentre dans l'esprit du texte, qu'est-ce que l'esprit du texte dit? L'esprit du texte donne plus de place à la question d'alternance qu'à la question arithmétique du nombre d'années. Le président Lungu est arrivé au pouvoir suite au décès en 2014 de son prédécesseur, Michael Sata. En 2016, il est reconduit dans ses fonctions après un scrutin très serré. Depuis cette réélection, il est régulièrement accusé de dérives autoritaires. Dernier exemple en date, l'emprisonnement de son principal rival Hakainde Hichilema en avril 2017, alors accusé de trahison avant sa libération 4 mois plus tard. La République démocratique du Congo retient son souffle. C'est ce lundi en effet que le Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne va se prononcer sur l'avenir des sanctions infligées en décembre 2016 et mai 2017 contre 16 officiels congolais, dont le candidat de Joseph Kabila à la présidentielle du 23 décembre, Emmanuel Ramazani Shadari. L'UE va se prononcer soit sur leur levée, soit sur leur prolongation. Pour les autorités congolaises, les sanctions européennes constituent une ingérence inacceptable dans le processus électoral en cours dans le pays. Emmanuel Ramazani Shadari ne peut par exemple pas rencontrer ses partenaires en Europe du fait de ces mesures. Des organisations de défense des droits de l'homme par contre demandent une prolongation de ces mesures. Un appel lancé aussi par le prix Nobel de la paix Denis Mukwege au Parlement européen fin novembre, et la tendance est à la prolongation. Kinshasa brandit de son côté la réciprocité en guise de pression.
Retour chez nous au Mali dans le cadre des activités du projet d'alphabétisation et d'amélioration de la situation sanitaire et économique dans la commune de Bosso-Fala. L'ONG AMDD, entendue par l'Association malienne pour le développement durable, et ses partenaires ont initié une journée d'information et de sensibilisation ce samedi 8 décembre 2018 à Néguéla et à Djinanan dans la commune de Bosso-Fala. Amadou El Konaré. Ce concours des clubs de soutien qui a réuni toutes les couches de la commune de Bosso-Fala s'inscrit dans le cadre des activités du projet d'alphabétisation et d'amélioration de la santé et de l'économie dans la commune rurale de Bosso-Fala, cercle de Kati. Ce projet, financé par le gouvernement allemand, à hauteur de 50 000 €, soit 32 500 000 francs CFA, à travers l'association allemande HDH, qui veut dire en français la Maison de l'Espoir ou en Bambara Djigiabo, est mise en œuvre par l'ONG AMDD. À travers nos précédents projets, à travers tout le Mali, nous avons constaté que beaucoup de nos communautés, surtout les jeunes filles et garçons, manquent d'informations fiables par rapport à la connaissance et au fonctionnement de leur corps, ainsi que les conséquences de certaines pratiques néfastes à la santé. Oui, des pratiques néfastes qui méritent une lutte implacable de tous pour y mettre fin. C'est pourquoi, pour réduire ces fléaux et améliorer la situation économique à Bosso-Fala, l'ONG AMDD a élaboré ce projet en question à la demande de ces groupements de femmes partenaires. En effet, pour l'atteinte des objectifs visés, plusieurs activités ont été menées, dont entre autres la formation sur la santé de la reproduction et les violences basées sur le genre, la formation de 50 jeunes filles et garçons comme des pères éducateurs et organisés en club de soutien, la tenue des causeries débats avec les groupements de femmes et de jeunes dans les 17 villages et hameaux de Bosso-Fala, l'électrification de 3 salles de classe à l'école de Néguélaba avec des panneaux solaires, les microcrédits, le concours des clubs de soutien, les suivis des activités par l'équipe du projet et le bureau local du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Et enfin, l'évaluation du projet viendra clôturer toutes nos activités. Quant aux acteurs en charge de l'éducation et de la promotion féminine, ils ont exhorté l'ONG et ses partenaires financiers à redoubler d'efforts avant de rassurer par rapport à leur accompagnement. Ensemble, ce sont nos partenaires privilégiés. Nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble. Nous les accompagnons nuit et jour pour l'abandon de ces pratiques. Nous luttons à travers les sensibilisations, des sketchs, des communications interpersonnelles, des VAD, parce qu'on rentre souvent de domicile à domicile, voir les décideurs pour essayer de les sensibiliser pour l'abandon de ces pratiques néfastes. Durant cette journée, à Néguéla aussi bien qu'à Djinina, des messages de sensibilisation et d'information ont été passés à travers des théâtres, des sketchs, des poèmes, pour ne citer que ceci. Rappelons que l'ONG AMDD est une association à but non lucratif intervenant dans les domaines de l'éducation, la santé, l'agriculture et la protection de l'environnement. Elle existe il y a 11 ans. Cet élément qui met fin à cette édition, j'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Le programme continue toujours sur notre page streaming www.m7tv.ml, également sur notre page Facebook M7TV et notre page YouTube M7TV Live. D'ici là, je vous souhaite excellente soirée à tous et à toutes. Bonsoir.